Bonjour Guillaume Hébert, Bonjour. vous êtes cofondateur et président de MOBA. Pouvez-vous nous présenter MOBA en quelques mots? Oui, avec plaisir. Donc MOBA, c'est le premier certificat d'état de santé pour les batteries des voitures électriques d'occasion. Donc l'idée, c'est de rassurer les acheteurs sur l'état de santé de ce qui constitue l'organe principal d'un véhicule électrique de seconde main. Alors MOBA a été fondé en quelle année? Donc ça a été fondé en 2019. Ouais. Ça fait un peu plus de 3 ans que la société existe. Aujourd'hui, on a une petite dizaine dans l'équipe. Vous vous appeliez auparavant La Belle Batterie, vous avez changé de nom récemment. Pour quelle raison et ça veut dire quoi MOBA en fait? Alors, MOBA, c'est la contraction de mobilité de batterie. Ça correspondait à ce qu'on faisait, ce qu'on voulait faire par la suite. La principale raison du changement de nom, ça a été pour des questions d'internationalisation. Ce qu'on n'avait pas forcément autant anticipé en créant la boîte, c'est le succès qu'aurait la solution en Europe. D'accord. Et donc aujourd'hui, en 2022, c'est à peu près 45% de notre activité qui était à l'international. Et donc, on avait, pour certains clients, notamment professionnels, le besoin d'avoir une marque un peu plus internationale et parlante, notamment en Scandinavie, où la belle batterie, vraiment, c'était trop éloigné. Mmh. Voilà. D'accord et du coup, en fait, vous êtes parti sur un développement, franco-français et c'est le marché lui-même qui naturellement, est un petit peu venu vous chercher en vous disant: «Mais dites donc, nous aussi on est intéressés, ailleurs en Europe». Ouais, c'est exactement ça. En fait, quand on a créé la boîte, on s'est dit: «Bah, on va commencer par la France, ça sera déjà bien». Donc on avait voulu qu'un nom un peu catchy, Ouais. qui se retenait avec un petit jeu de mots. Ça a plutôt bien marché parce que les acteurs français nous sont tout de suite, plutôt bien identifiés. Et en fait, ce qu'on avait moins anticipé, mais ce qui est une bonne nouvelle, c'est que le marché automobile, notamment auprès des professionnels, c'est un marché qui est, structurellement européen, puisque les acteurs avec qui on travaille, achètent des voitures, en Pologne, les reconditionnent en France et peuvent les revendre en Espagne, par exemple. Donc en fait, le véhicule d'occasion, c'est un flux européen. Et donc, les clients avec qui on travaille sont des acteurs qui sont structurellement européens. Donc, parfois, pour certains clients, on commençait les discussions en France et puis on est tout de suite allé faire des tests de la solution en Angleterre, en Norvège, etc. Alors c'est vous qui êtes le cofondateur, donc qui avez fondé l'entreprise. Quel était l'objectif? Quel est l'objectif à la base de l'entreprise? Alors, la raison d'être de la société, c'est vraiment de faciliter l'accès aux véhicules électriques. Pour ça, on pense que le véhicule électrique d'occasion est une bonne solution puisque ça permet d'avoir un véhicule électrique moins cher. Et donc, quand on regarde les freins à l'achat d'une voiture électrique d'occasion, on a tout de suite vu la problématique de la batterie. Sur un véhicule thermique d'occasion, il y a aujourd'hui plein de labels qui existent pour se rassurer sur l'état de la carrosserie, sur le kilométrage réel, sur l'historique de la voiture. Il y a beaucoup de choses qui existent pour rassurer les acheteurs. Et sur la voiture électrique, il y avait absolument rien sur cet aspect, voilà, état de santé de batterie. C'est quelque chose qui existe sur, je sais pas, un téléphone d'occasion ou un ordinateur d'occasion. On vient tout de suite rassurer sur, voilà, la batterie en bon état. Donc ça nous a paru assez naturel pour nous que si on voulait que le marché de l'électrique d'occasion se débloque vraiment, il fallait que ça passe par de la réassurance et notamment la confiance qu'on peut avoir dans l'intégrité de la batterie. Donc c'est comme ça qu'on s'est tout de suite dit, voilà, on va tout de suite créer un certificat batterie qui apporte cette transparence et cette réassurance sur le véhicule électrique d'occasion. Alors vous venez de dire justement, quelque chose de très intéressant, c'est que, on peut avoir, des certifications sur des batteries, d'autres choses que des voitures, c'est-à-dire par Oui, exemple des téléphones. Alors effectivement, j'ai en tête, notamment alors c'est plus le cas maintenant je crois, mais, pendant un moment on pouvait avoir un diagnostic, dans les menus d'un iPad par exemple, on avait un ouais. diagnostic complet de la batterie que je n'ai pas retrouvé depuis les dernières mises à jour. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des voitures qui proposent nativement ce type de diagnostic? Est-ce qu'il y a des voitures dans lesquelles on va dans un menu où on appuie sur un bouton et on a le diagnostic que vous proposez vous? Non, pas Non? réellement. Il y a certains véhicules sur lesquels, ça existe plus ou moins. Plus connu, c'est la Nissan Leaf, hein. On a cette Ouais, notion de barre, affichée au tableau de bord, donc c'est des barres d'intégration de batterie. Il y en a 12 et puis on en perd, une, au fur et à mesure que la batterie se détériore, mais on n'a pas d'indication précise à part un nombre de barres. Il me semble que sur certaines BMW i3, on a aussi un menu caché dans lequel on peut retrouver, une forme de capacité résiduelle. Mais non, en règle générale, c'est une information qui est très peu accessible. Et c'est justement ça qui nous a fait comprendre qu'il fallait créer un tiers de confiance, un tiers indépendant, capable
d'aller diagnostiquer une batterie et la certifier. Mmh. Alors la certification, c'est quelque chose donc que vous avez créé avec votre développement en fait, logiciel. Vous nous expliquerez après comment ça fonctionne exactement. Mais la certification d'un point de vue, comment on va dire, légal ou, est-ce que ça a de la valeur? Est-ce que vous êtes vous-même certifié pour votre outil par un organisme, de tutelle ou un organisme, officiel? Alors c'est, c'est une des problématiques à laquelle on est confronté. Nous, on milite pour ça depuis 3 ans. Ouais, Aujourd'hui, il y a aucun cadre normatif qui existe et qui permettrait d'avoir cette certification. Il y a pas la norme ISO, d'accord. 4002 qui dit: «Le certificat, ça se passe comme ça». Donc nous, on milite pour que ça existe. Donc aujourd'hui, non, notre solution, elle ne peut pas être certifiée par un certificateur. Heu, En revanche, le choix qu'on a fait et qu'on assume, c'est de restituer l'état de santé de la batterie tel que le constructeur le ferait avec ses propres outils dans une concession Renault ou Peugeot, par exemple. D'accord. Donc l'information que nous, on met dans le certificat batterie, c'est pas une information qu'on recalcule nous-mêmes, c'est une information qui existe d'une certaine manière ou d'une autre, et qu'on va chercher au moment du diagnostic, qu'on homogénéise ensuite ou qu'on retraite un minimum pour lui donner, on va dire, la bonne unité, par exemple, et qu'on affiche dans le certificat. Donc l'information qu'on donne dans notre certificat batterie, c'est celle qui est utile, par exemple, pour situer la batterie par rapport aux garanties constructeurs. Souvent, les batteries sont garanties 8 ans pour un certain niveau d'état de santé. Et c'est cette information-là qu'on restitue dans le certificat. Donc, quelque part, on se met quand même dans le cadre de ce que le constructeur fait pour le diagnostic de la batterie. Qui sont vos clients? Alors on travaille un peu en B2C. N'importe qui peut chez lui aller sur notre site internet, acheter un certificat batterie. Donc on va lui envoyer par la poste un kit dans lequel il va avoir le matériel nécessaire pour faire chez lui le diagnostic de sa batterie. Donc c'est très simple, c'est à la portée de tous. Ça ne demande aucune connaissance particulière, aucune formation. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Donc c'est un kit qu'on commande en ligne. Et puis on travaille aussi et principalement avec les professionnels. Donc là, on travaille avec différentes typologies d'acteurs, mais qui vont en gros des loueurs longue durée aux constructeurs automobiles, aux garages indépendants. En fait, un peu toute la filière automobile qui est amenée à acheter ou revendre des véhicules électriques d'occasion. Alors justement, concrètement, voyons, comment ça se passe. Donc je suis, un particulier, je veux avoir un diagnostic de l'état de la batterie de ma voiture électrique. Je vais sur Moba, je commande ce kit et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous allez recevoir par la poste un colis Ouais, dans lequel vous avez donc un boîtier de diagnostic qu'on appelle OBD. Donc c'est un boîtier qui vient se brancher sur la prise universelle de diagnostic des véhicules et qui permet d'accéder à un ensemble de capteurs présents dans la voiture. Euh, Vous téléchargez ensuite une application mobile sur les stores, comme n'importe quelle application. Vous connectez l'application au boîtier, ça se fait de manière automatique, en c'est une connexion Bluetooth? Bluetooth. C'est du Bluetooth. D'accord. On a essayé de travailler un parcours utilisateur très simple. Par exemple, vous avez les photos de l'emplacement de la prise de diagnostic. Vous avez des détails, des conseils, des précisions sur justement comment connecter le boîtier. Une Vous fois avez que le des boîtier est tutos, connecté non? au smartphone, Petits tutos vidéo sur votre site? ouais. Ouais, Alors tuto vidéo, non, pas encore. mmh, Par contre, aujourd'hui, les photos suffisent. d'accord. On a vraiment pas trop de problèmes avec nos utilisateurs pour brancher le boîtier. On a 4-5 photos propres à chaque voiture, hein, pour voilà. Parfois la prise elle est située sous un faux fond, par exemple sur un drop clé ou derrière un petit carter plastique. Et donc on précise avec 3-4 photos comment est-ce qu'on s'y prend. Si besoin, parfois on fournit un petit outil aussi adapté pour aller retirer justement un petit cache plastique. Alors Euh, par exemple, ouais. là je vous coupe, mais les Tesla, je me suis laissé dire qu'elles n'avaient pas de prise ODB ou qu'elles étaient placées dans un endroit différent avec un standard différent, non? Alors, bon, Tesla, alors faut savoir que la prise OBD, c'est un standard qui est imposé au constructeur. Mmh, C'est vraiment pour homologuer un véhicule en Europe, il faut que le constructeur mette une prise OBD ouais. pour avoir accès à certaines données. Alors Tesla, évidemment, ils font jamais rien comme tout le monde, donc Mmh. ils ont mis cette prise OBD, sauf qu'il y a très peu d'informations qui sont accessibles depuis cette prise OBD. Et donc il faut en effet aller se connecter ailleurs au niveau de la voiture. Donc pour ça, on fournit un adaptateur qui permet de le faire. Et c'est vrai que la procédure sur la Tesla, particulièrement la Tesla Model 3, est Ouais. un peu plus complexe. Elle va prendre une dizaine de minutes.
là où brancher le boîtier sur une Renault Zoé, ça prend 30 secondes. D'accord. Mais alors, c'est un peu plus complexe, mais nous, justement, notre travail, c'est aussi d'avoir toute la pédagogie et donc le tutoriel qui va bien pour que ça soit encore une fois à la portée de tous. Et aujourd'hui, on a des clients particuliers qui font le diagnostic sur une Tesla Model 3 sans problème. D'accord. Et alors Euh, ouais. oui, pardon. Une fois que donc on a branché son dispositif, on obtient donc sur l'application, tout un tas de données. Alors c'est quoi ces données? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on voit sur l'application? Alors, donc l'application permet de lancer le diagnostic. Donc, on clique Mmh. sur lancer le certificat. Ça mouline pendant entre 30 secondes et 1 minute, le temps que nous, on récupère les données qui nous intéressent, que ces données soient automatiquement analysées, moulinées au niveau de notre serveur. Et une fois que le certificat, enfin que le diagnostic a été réalisé avec succès, que le certificat a été généré, alors on vous envoie pas tout de suite le certificat. On attend que vous nous renvoyiez le boîtier dans une enveloppe retour qui est fournie dans le kit. Donc dans le kit, vous avez cette petite enveloppe qui est déjà affranchie. Vous glissez le boîtier dans l'enveloppe et vous nous renvoyez le boîtier par la poste. Et dès que c'est fait, nous, on vous envoie le certificat dans une version digitale. L'idée, c'est que le kit, c'est une mise à disposition du boîtier. On voulait avoir un prix du certificat relativement bas. Et donc, on vous vend pas le boîtier, on vous le prête. Et donc, on attend que vous nous le renvoyiez via cette enveloppe fournie pour vous envoyer le certificat. Et donc, dans le certificat batterie, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve donc évidemment le véhicule certifié, donc sa plaque d'immatriculation, sa date de mise en circulation, la date du certificat évidemment, parce que si vous êtes acheteur, vous avez un certificat qui date de 2 ans, c'est moins pertinent. Vous allez avoir le kilométrage de la voiture. Et ensuite, vous allez avoir donc l'état de santé de la batterie avec un indicateur qu'on appelle le SOH pour State of Health, Mmh. qui veut dire état de santé. Et donc, c'est un indicateur en pourcentage qui décrit le niveau de capacité résiduelle de la batterie. Donc, une batterie neuve va être à 100% de SOH et on considère qu'une batterie est en fin de première vie autour de 70-75%. Ça voudrait dire qu'elle aura perdu 25 à 30% de capacité de stockage, donc globalement 25 à 30% d'autonomie. Et ensuite, au niveau du certificat, on retrouve toute une partie autonomie, justement, parce que l'idée, c'est que le certificat soit parlant pour les acheteurs et les vendeurs. Et donc, une fois qu'on a vu l'état de santé de la batterie, on a sur le certificat les autonomies réelles de la voiture électrique sur différents cycles, donc en été, en hiver, et sur des cycles donc autoroute ou en ville ou sur un cycle mixte, avec une grille d'autonomie qui tient compte de l'état de santé de la batterie. Donc, si vous voulez, en tant qu'acheteur, vous vous rassurez sur 2 aspects. D'abord sur le fait que la batterie est en bon état, et ensuite sur le fait que l'autonomie réelle de la voiture, je ne parle pas de l'autonomie WLTP qui est souvent assez Mmh. éloignée de la réalité, c'est-à-dire l'autonomie réelle de cette voiture-là en particulier correspond à mon besoin. Et avec tous Mmh. ces éléments, normalement, on assure une vente sereine d'un véhicule électrique. C'est-à-dire, on assure que l'acheteur soit bien conscient de ce qu'il achète et bien satisfait du coût de son véhicule. Vous avez parlé de fin de première vie aux alentours de 70 à 75 d'autonomie, enfin de SOH. Oui. Ça veut dire quoi, fin de première vie? Ça veut dire que c'est le moment de vendre la voiture, la batterie va partir en recyclage? Alors, sur les batteries lithium-ion qui sont dans les voitures électriques, on parle souvent de plusieurs vies. Mmh. Donc, on aurait une première vie qui serait de, en gros, 8-10 ans, donc en usage mobile. Donc, c'est voilà, la batterie de la voiture électrique telle qu'on la connaît. Et cette batterie, une fois qu'elle arrive à justement 70-75% de capacité résiduelle, ses performances ne sont plus forcément adaptées à la voiture électrique. Pourquoi? Parce que la capacité diminue, mais le poids de la batterie, lui, il change pas. Donc en fait, on se retrouve à avoir une batterie très lourde qui stocke très peu d'énergie. Donc ça fait plus vraiment sens sur un usage mobile. Donc on va arrêter d'utiliser cette batterie dans la voiture. En revanche, on va pas forcément la recycler tout de suite parce que la batterie, Ouais. elle conserve quand même un certain niveau de performance. Et donc on va parler d'une deuxième vie pour du stockage stationnaire. Et donc, on va pouvoir retrouver ces batteries-là dans des packs, par exemple des Powerwall Oui. pour du stockage solaire, du stockage éolien, dans une maison, dans une collectivité, dans une résidence. Voilà, il y a énormément d'endroits où on va pouvoir utiliser cette batterie de deuxième vie, là aussi pour une période plutôt longue, d'une dizaine d'années. Et seulement au bout donc de cette deuxième vie, on va la recycler, c'est-à-dire vraiment La récupérer les démanteler. matières premières, la démanteler et récupérer les matières premières qui la constituent pour potentiellement en refaire des nouvelles, neuves. Mmh. D'où l'importance de faire bien la distinction, c'est pour ça que j'insistais sur ce point, entre la réutilisation, c'est-à-dire la seconde vie et puis la fin de vie qui est vraiment pour le coup le recyclage. C'est ça. Du coup, une batterie, classique on va dire moyenne, d'une voiture électrique moyenne, alors je sais que c'est un petit peu vague comme question, mais ça perd quoi? Ça perd combien par an ou par nombre de kilomètres en gros?
En moyenne, alors c'est plutôt une dégradation par an Ouais. qu'il faut regarder. Il y a 2 constats qu'on a fait nous, avec le recul qu'on a maintenant. C'est que, bon, en moyenne, une batterie va perdre entre 2 et 3 d'état de santé par an. Alors on a une période de dégradation, on va dire un peu accélérée la Au première début? année. Au Ouais, début, on a vraiment, la batterie passe très vite de 100 à 95 voire 90. exactement, ouais. Ensuite, on va avoir un plateau relativement lent, avec une dégradation là autour de 2 par an. Ce plateau, il va durer, alors selon l'utilisation de la voiture évidemment, mais entre 6 et 8 ans. Et puis ensuite, on a ce qu'on appelle le genou, autrement dit la fin de vie de la batterie. Et là, l'état de santé va se dégrader plus rapidement. Quand une batterie, arrive justement à l'orée de sa seconde vie, on va dire aux Ouais. alentours de 75, elle a donc perdu en autonomie, théoriquement 25, mais est-ce qu'elle a perdu en puissance? Est-ce que la voiture est moins puissante? Oui, ça c'est un Ouais, truc dont on parle beaucoup moins, ouais. mais qui existe aussi. Il y a un indicateur pour la capacité de stockage qui s'appelle le state of health, Mmh. et il y a un indicateur pour la perte de puissance qui s'appelle le SOF, c'est le state of function. OK. Et donc en effet, une batterie va aussi perdre en capacité de puissance, soit une capacité à délivrer de la puissance, c'est-à-dire qu'en gros ça va se ressentir au niveau de la voiture, elle va avoir moins de peps à l'accélération, mais aussi la capacité à encaisser de la puissance, c'est-à-dire que cette même voiture va potentiellement charger moins Ouais. vite sur des bornes rapides. Et donc c'est aussi lié au vieillissement de la batterie, cette perte de capacité à encaisser ou délivrer de la puissance. Et on a même un troisième aspect qui est l'aspect sécuritaire. Une batterie qui vieillit peut potentiellement aussi présenter plus de défauts, ou en tout cas d'une capacité plus importante à prendre feu ou quoi. S'enflammer. Alors, je vais rassurer tout le monde, le logiciel qui encadre la batterie permet d'éviter ça, et donc ça Mmh. n'arrive pas. Mais c'est des comportements physiques qui sont propres à la batterie lithium-ion, cette notion de vieillissement de la batterie sur les aspects donc de capacité de stockage, de capacité de puissance et de sécurité. Alors je confirme ce que vous dites pour mon expérience personnelle et alors j'ai eu une voiture électrique, c'est la première, donc j'ai pas beaucoup de recul, mais ça fait 4 ans que je l'ai pile et effectivement, je suis passé de 100 à peu près 95 la première année. Puis, j'ai en gros, sur 4 ans, j'ai perdu 10. Par contre, ça ne bouge plus. C'est-à-dire qu'en fait, les 10 c'est exactement ce que vous décrivez, je les ai perdus sur les 2 premières années, en gros. Je suis passé de 100 à 90 sur les 2 premières années et depuis 2 ans, ça bouge pratiquement pas. Bon, bah, tant mieux. Donc je suis Peut-être que sur vous avez le palier, j'ai pas atteint le genou encore. vous avez peut-être une utilisation parfaite de la voiture, hein, c'est possible aussi. Ouais, alors je sais pas, effectivement, elle charge et ça, je crois que c'est important aussi, elle charge souvent en charge lente sur des prises, domestiques à 220-230 volts, et elle reste, le constructeur préconise, c'est quelque chose qu'on voit en allant chercher dans les modes d'emploi, mais qui est très peu mis en avant, enfin, en tout cas chez ce constructeur, c'est qu'il préconise idéalement que la voiture reste branchée tout le temps sur une prise 220, même quand elle ne charge pas, même si on a bloqué la charge à 80 ou 90. De façon, alors je sais pas exactement pourquoi, mais en tout cas, c'est marqué noir sur blanc, autant que faire se peut, laissez votre voiture branchée sur la prise 220. Voilà. Donc c'est un D'accord. conseil que j'essaye de suivre dans la mesure du possible, hein. J'habite en ville et donc ma voiture, elle charge sur un parking public sur lequel il y a des bornes et où j'ai un abonnement, mais les bornes ne sont pas toujours disponibles. Mais quand elles sont disponibles et que ça squatte pas, vis-à-vis des autres, c'est ce qu'on essaye de faire en tout cas. Vous travaillez ah oui, alors quel est le prix de ce kit Le pour avoir certificat oui, coûte 49 €. Donc, tout compris? pour 49 €, on vous livre le kit. Vous OK. faites votre diagnostic, vous nous renvoyez le boîtier, donc l'enveloppe retour est déjà payée, hein, puisqu'elle est déjà affranchie, et Mmh. vous recevez ensuite votre certificat, le tout pour 49 €. Vous travaillez avec des entreprises aussi donc? C'est, dans votre mix, c'est quoi à peu près B2C, B2B, Oh, 80% de notre activité est en B2B en fait. D'accord, très Donc bien. on Donc a, vous allez vous adresser aussi les flottes, par exemple? c'est ça, les flottes d'entreprises, les acteurs, donc les sociétés de location longue durée, Mmh. par exemple, sont de plus en plus intéressées sur le fait de contrôler l'état de la batterie au bout de 36 ou 48 mois de location. Mmh. Voilà, pour Mmh. être sûr que la batterie a été dégradée, on va dire, de manière normale. Mmh. Ouais, parce que en fait, c'est très nouveau et effectivement, les sociétés de location de LLD, Ouais, sont parties un petit peu dans l'inconnu quand elles se sont mises à louer des voitures électriques sans trop savoir, quelle serait la valeur de revente et notamment, comment la valeur de revente pourrait être impactée par l'usure de la batterie, en effet. c'est ça. En 2020, vous avez lancé une application qui s'appelle Antilope. Est-ce qu'elle Oui. elle existe toujours? Alors, elle existe toujours, et elle va continuer à exister, mais sous une autre forme.
Donc Antilope va être amené à évoluer avec pas mal de choses super sympas qui sont dans les cartons. Là, on a une équipe R&D, une équipe de développeurs qui sont à 200%. D'accord. Je vous en dirai un peu plus dans normalement 2 mois. Donc, une actu à venir, c'est ce que j'allais vous demander. Justement, vous travaillez sur d'autres prestations et d'autres applications? Vous avez d'autres idées autour de ce Ouais, métier? ouais, complètement. Le certificat batterie, c'est vraiment une 1re étape, pour nous. C'était la manière, on va dire, la plus simple, de rentrer sur le marché. Oui. C'est voilà, le bon produit, au bon moment, vendu à la bonne personne. Et donc c'est par ça qu'on a commencé. Mais on a plein d'autres idées sur ce qu'on peut faire avant le certificat batterie et ce qu'on peut faire après. Et justement, Antilope s'inscrit, là-dedans. D'autres développements aussi en cours, s'inscrivent, là-dedans. On a fait des recrutements, de super profils récemment, notamment des docteurs en expertise batterie. Donc on commence à aller très loin dans la R&D et tout ça va prendre une nouvelle forme dans, je vous disais, 2 mois. Donc j'ai hâte de vous partager ça plus en détail. Du coup, ça marche bien, vous êtes content? Ça marche très bien, on est très content, on a des perspectives pour cette année qui sont super sympas avec des déploiements européens qui se passent très bien. Donc ouais, tout va bien. Vous avez ou vous allez lever des fonds ou pas besoin? Alors si, on est une start-up, donc on est toujours plus ou moins, à la recherche de fonds, soit pour aller plus vite, soit pour aller, plus loin. Mmh. On n'est pas sur enfin, on n'a pas le couteau sous la gorge avec voilà, l'idée, il faut absolument lever des fonds parce que dans 2 mois, Ouais. on n'a plus de cash. Ça, c'est une réalité que malheureusement beaucoup de startups ont. Et nous, Mmh. on a la chance de pas être dans cette situation-là. Donc on attend le bon moment. Mais oui, on a une levée de fonds en préparation. Très bien. Guillaume Hébert, j'ai une dernière question pour vous que je pose à tous mes interlocuteurs. Est-ce que vous roulez vous-même en voiture électrique? Alors, j'ai pas de voiture parce que je suis D'accord. parisien, donc je fais Mmh. beaucoup de vélo. C'est une réponse assez fréquente, en fait. Mais quand j'ai des trajets à faire, je loue une voiture électrique. Ouais. J'ai beaucoup d'applications maintenant qui sont super pour louer facilement une voiture pour un week-end. Ouais. Et quand j'ai l'occasion de le faire, je le fais en voiture électrique, avec plaisir. Très bien, Guillaume Hébert, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes cofondateur et président de Moba, une entreprise ou une start-up spécialisée dans l'analyse de la qualité des batteries de voitures électriques. Merci. C'est moi qui vous remercie.